Alors, l'intitulé de notre table ronde est l'émancipation en actes, philosophée à l'école, en prison et dans la cité. Nous aurons le plaisir d'écouter tout d'abord Johanna Hauken. Bonjour. Vous êtes responsable de la Maison de la Philosophie de Romainville, en Seine-Saint-Denis. Vous avez publié notamment en 2019 La philo pour enfants expliquée aux adultes, c'est chez Temps Présent. Et le dernier, Abécédaire de la philosophie pour enfants, avec Michel Sasseville, chez l'éditeur lyonnais Chronique sociale. Le titre de votre intervention est « L'émancipation paradoxale de l'enfant philosophe ». Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc oui, je vais essayer de vous parler de l'émancipation paradoxale de l'enfant philosophe et comment la mettre en acte. Donc c'est un vaste programme en 30 minutes, mais je vais proposer quelques hypothèses. Alors, en quoi la pratique philosophique peut-elle être un tremplin pour l'émancipation intellectuelle des enfants? Alors, de façon générale, l'émancipation désigne l'acte de se libérer d'une tutelle, de s'affranchir d'une domination et d'accéder ainsi à une autonomie par laquelle on devient capable de décider et d'agir par soi-même. L'émancipation est la rupture des liens. On rompt avec un maître, un dominant, une famille. Alors, s'il s'agit d'une rupture, est-ce que cela signifie qu'elle se réalise d'un coup, d'un seul? Dans le cadre juridique, pour un mineur, l'émancipation se produit immédiatement, le jour où, suite au dépôt du formulaire CERFA 15 42 504, le juge formule sa décision auprès de la famille. Dans un autre cadre, l'immonde cadre de l'esclavage, l'émancipation désignait le moment où le maître lâchait la main de son esclave. L'émancipation juridique s'acquiert lors d'un événement au détour d'un instant et devient légalement un fait qui n'est plus remis en cause. En revanche, l'émancipation intellectuelle, à laquelle je vais me consacrer désormais, n'est jamais acquise. Certes, il y a des moments marquants, des tournants dans l'existence, dans la vie intellectuelle, si on se libère, par exemple, d'un coup, d'un dogme aliénant ou d'un préjugé. Mais elle se retravaille en permanence, elle se renouvelle au quotidien. Pourquoi? Parce que, c'est mon hypothèse, le problème, c'est que notre pensée a tendance à se sédimenter, à se figer, à se scléroser. Un jour, je peux adhérer à une idée, je m'y attache, elle devient une conviction. Mais si je cesse de la questionner, si je la répète constamment, si je refuse tout autre point de vue, mon idée devient un dogme. Ainsi, l'émancipation intellectuelle se cultive, elle se conquiert au travers d'une pratique régulière, par laquelle on initie, on entretient et on préserve un mouvement libérateur pour l'esprit. Tout est dans le mouvement, dans un mouvement constant par lequel on tente d'être libre et autonome dans sa pensée, sans être soumis aveuglément à des tutelles qui nous dominent. Ainsi, si l'on se demande dans quelle mesure la philosophie pour enfants peut participer à l'émancipation intellectuelle, il me semble que la réponse se loge autour de 3 mouvements qui pourraient construire ensemble une pratique de l'émancipation. Je vais donc maintenant les présenter succinctement, avant d'approfondir en les illustrant par des exemples issus de mon terrain à la Maison de la Philo de Romainville. Le premier mouvement serait un mouvement d'émancipation vis-à-vis de ces idées reçues par les tutelles familiales, médiatiques et sociétales, grâce à la méthode philosophique guidée par le facilitateur philosophe. Le deuxième mouvement serait un mouvement d'émancipation vis-à-vis de la tutelle du facilitateur philosophe, dans un questionnement de sa parole et de son dispositif. Le troisième mouvement d'émancipation se joue dans un rapport à soi-même comme possible tutelle aliénante. La progression de ces 3 mouvements, au fur et à mesure du temps, peut se jouer sur quelques mois, sur quelques années, d'abord de façon successive, puis synchronisée. Passons donc au premier mouvement. C'est pas facile de gérer cette télécommande. Ça marche. Faut pas que j'oublie. Alors, le premier mouvement. Les enfants, par là je désigne tout individu de 4 à 17 ans, désormais, les enfants arrivent à l'atelier philosophique porteur d'un certain nombre de contenus qui habitent leur esprit de façon irréfléchie. Idées reçues, préjugés, clichés, a priori, idées fixes, opinions, croyances aveugles.
Je vais les appeler désormais peuples irréfléchis de l'esprit. La pratique philosophique permet de les travailler, de les affronter, ou peut-être tout simplement de les rencontrer, ces peuples irréfléchis. Ces derniers proviennent de différentes tutelles extérieures, la famille, les médias, l'école, la société. Attention, parmi ces tutelles, certains tentent aussi d'œuvrer pour l'émancipation, on en a parlé tout à l'heure. Nous ne sommes pas les seuls à la viser, cette émancipation, et nous ne possédons pas la panacée. Mais nous espérons que l'acquisition de la méthode philosophique permettra aux enfants de s'émanciper de certaines influences inconscientes, dominantes, qui exercent un joug sur eux. Comment ? Comment donc la mettre en acte ? D'abord, dans l'atelier philosophique, on éduque l'esprit en mettant en place des habiletés de pensée, qu'on sollicite au gré de l'exploration des questions et concepts. Habileté à conceptualiser, à problématiser, à argumenter, à critiquer, à créer des idées, à faire des distinctions, à nuancer des idées, à reformuler, etc. Ces habiletés de pensée peuvent être acquises au fur et à mesure du parcours philosophique, au fur et à mesure des mois, voire idéalement des années de pratique philosophique. Ces habiletés, une fois intériorisées, sont des outils intellectuels que les enfants pourront mobiliser à n'importe quel instant dans leur vie quotidienne, dans leur vie scolaire et dans leur vie politique. Par exemple, pas plus tard qu'avant-hier, avec des élèves de CM1, nous réfléchissions à la question « Les robots sont-ils libres ?» Patrick dit au groupe « Mais la liberté, ça a plusieurs sens. Il y a 3 sens, je crois. La liberté de se déplacer, la liberté de choisir, de choix, et la liberté quand on se libère d'un endroit où on est enfermé. » Au lieu d'essayer de répondre à ma question, il mobilise une habileté de pensée. En choisissant de conceptualiser, il s'émancipe de ce qu'on lui demande. In fine, l'acquisition de toutes ces habiletés intellectuelles est vectrice d'émancipation car elles transmettent des habitudes permettant de ne pas recevoir passivement les idées, les informations, les attentes, les énoncés, les contenus. Faisons maintenant un zoom sur 2 habiletés fondamentales pour l'émancipation intellectuelle. Je vais commencer par l'esprit critique, bien entendu. Il est évident que c'est un moteur fondamental de l'émancipation, on en a parlé depuis ce matin. En effet, l'esprit critique permettrait de questionner, de faire bouger, de secouer le joug de ces peuples irréfléchis dont j'ai parlé. Les préjugés, les idées reçues, les clichés, les a priori, etc. Entre parenthèses, nous adultes, nous philosophes, n'en sommes pas dépourvus. C'est pourquoi nous devons aussi cultiver notre autocritique. Face à tous ces contenus irréfléchis de la pensée, l'exercice critique intrinsèque au dialogue philosophique permet un processus émancipateur. Comment le mettre en acte ? D'abord par le recueil des représentations des enfants. Face aux questions, ils s'expriment librement dans une atmosphère de confiance et livrent leurs représentations. C'est le cadre éthique, respectueux et chaleureux qui permet de faire surgir les préjugés, les idées reçues. En mars, Anis, par exemple, disait tranquillement au groupe « Je pense que les femmes doivent faire le ménage et la vaisselle ». Après 2 interventions de ses camarades, il dit « Finalement, je ne suis pas d'accord avec moi-même ». Mais l'essentiel, c'est qu'il a pu le dire. Il faut créer le cadre pour que les préjugés puissent sortir, émerger. Ensuite, on travaille l'esprit critique émancipateur par le travail de l'argumentation. En demandant « Pourquoi tu penses cela ? Peux-tu donner un argument ?» L'enfant se retrouve obligé de prendre une distance par rapport à son idée pour essayer de l'étayer. Et là, parfois, elle retrouve une force ou elle s'écroule. Anis, justement, en cherchant des arguments concernant son idée, s'est trouvé pantois. Ensuite, on travaille l'esprit critique par la recherche des sources et des fondements des idées, en demandant régulièrement « Tu sais d'où elle vient, cette idée ?» On le travaille aussi par la remise en question et le désaccord dans le dialogue. Remise en question effectuée, attention, par les enfants, pas par l'adulte. Mais l'adulte sollicite le groupe en demandant « Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord ? Avez-vous un contre-exemple, un contre-argument ?» On le travaille également par la découverte des autres points de vue possibles. Et on le travaille enfin par la prise de conscience, tout simplement, de ces contenus irréfléchis tout au long de ce processus. Dans le mouvement anglo-saxon de la philosophie pour enfants, autour de Lippmann et Sharp, l'émancipation se joue
dans le fait de devenir conscient, essentiellement dans le fait de devenir conscient de ces peuples irréfléchis, sans nécessairement les changer de façon paradoxale. Certes, la conscience des préjugés ainsi que la réflexion collective sur eux peut les faire bouger, peut les faire évoluer, mais le fait même de devenir conscient est déjà un acte d'émancipation pour Lippmann et Sharp. C'est en ce sens que la philosophie est libératrice, écrit Sharp. Elle libère l'enfant de la possibilité d'être un pion inconscient. Cette idée nous donne une clé par rapport à l'éternelle injonction « il faut penser par soi-même ». Pour Lippmann, on est d'accord ou pas, hein, pour Lippmann, penser par soi-même n'équivaut pas au fait de penser en l'absence des influences extérieures. L'autonomie intellectuelle se construit au contraire dans le frottement vis-à-vis de ces impositions reçues, pour en devenir conscient, pour les examiner, les évaluer, les critiquer. Penser par soi-même, ce serait adopter des pensées de façon examinée, critique, consciente et volontaire, en lien avec les influences extérieures. C'est donc paradoxal. Lippmann écrit « L'un des objectifs de l'éducation est de libérer les élèves d'habitudes cognitives non critiques et non questionnantes, en vue de développer en eux la capacité à penser par eux-mêmes, à découvrir leur propre orientation dans le monde, et une fois prêts, à concevoir leur propre ensemble de convictions et de croyances à son sujet. » Dans sa pensée, il faut le savoir que dans le pragmatisme, on retombe tout de même sur des croyances, ce qui peut sembler également paradoxal. En outre, ce travail réflexif et critique, ponctué par les étapes que j'ai proposées, permet de complexifier et d'approfondir sa connaissance de ses propres idées. Pour Sharp, la recherche philosophique permet de se libérer des idées complaisantes pour en acquérir une meilleure compréhension. On remplace les préjugés par une vision plus large, plus précise, plus complexe, plus argumentée, enrichie par la connaissance d'une pluralité de points de vue. On accueille la pluralité de points de vue, mais on ne les accepte pas aveuglément, sinon on tomberait dans le relativisme. Or, le relativisme, écrit Marie-France Daniel, le relativisme est négatif, en ce qu'il constitue un obstacle à l'émancipation intellectuelle des élèves. En effet, il leur donne l'illusion qu'ils peuvent penser de façon complexe tout en demeurant dans le confort de la certitude intellectuelle. C'est le fait d'amener les enfants à être capables de tenir intellectuellement plusieurs idées et d'évaluer leur validité qui est vecteur d'émancipation. Cela, tout en pouvant être fortement attaché à certaines d'entre elles. L'émancipation intellectuelle ne consiste pas à remplacer certaines idées que l'on considérait aliénantes par d'autres idées que l'on considère moins aliénantes, mais à cultiver une autre relation aux idées. Une relation exigeante, consciente, souple, j'hésitais avec le mot flexitarien ici, voilà, je vous le livre, souple avec ses propres idées, quand bien même on y est fortement attaché. On y adhère, mais on est capable de les questionner, d'y réfléchir, d'envisager d'autres possibilités. C'est le mode de relation aux idées qui détermine si l'individu est émancipé ou non. C'est ce qu'évoquait François Gaillichet ce matin d'ailleurs. Passons à la pensée créative. Merveilleux, j'y croyais pas. Qui est évidemment la pensée créative, l'une des dimensions qu'on cherche à stimuler dans l'atelier philosophique. Comment ? En amenant les enfants à produire des idées créatives, neuves, originales, étranges, imaginaires, à produire des métaphores, des analogies, des hypothèses. Je le dis souvent aux enfants et aux adolescents. Ici, vous avez le droit de dire des choses étranges, de proposer des idées bizarres, de dire des choses qui sont différentes de ce que pensent les autres autour de vous. La créativité intellectuelle nous permet de nous affranchir des attentes liées à la pensée commune, à la pensée ordinaire, à la pensée majorité, à la pensée conforme. Or, ces attentes sont déjà bien présentes dans l'esprit des plus jeunes. L'une des tutelles dont on doit s'émanciper est la réalité, étrangement. Ce postulat, que je vais analyser du point de vue de Anne-Margaret Sharp, est contestable. Il correspond à l'idée selon laquelle la philosophie a le droit de s'émanciper du réel pour penser au-delà du monde ou en deçà du monde. Pourquoi ? Pour formuler des hypothèses forgeant d'autres mondes possibles, pour créer des idées qui n'existent pas encore ou qui ne reflètent pas la réalité,
mais qui font sens. Nos idées philosophiques ne sont pas que des extractions issues de notre observation du monde. On l'a évoqué ce matin. Si on se restreignait à cela, on n'imaginerait jamais de nouvelles idées. Et l'on ne produirait que des idées reflétant tristement le petit morceau de réel que l'on côtoie. Celui-ci s'est produit, mais il aurait pu se produire autrement. Sharp, profondément nietzschéenne, se méfiait de l'aliénation historique, de notre aliénation au passé. Le passé peut dominer notre pensée, l'aliéner et empêcher ses créations. Empêcher non seulement la créativité dans les idées, mais aussi dans l'action. Prenons un exemple que j'aurais aimé plus détailler, mais je vais essayer de résumer. En mars dernier, lors d'un atelier philosophique sur l'histoire européenne, sur le programme d'histoire en CM1, et plus précisément sur l'histoire des invasions, l'invasion des Romains, des Huns, des barbares, des Vikings. En analysant cette histoire, on aurait pu arriver à l'idée que les humains sont nécessairement condamnés à envahir leurs voisins, à conquérir leurs terres et à s'écharper. On a cherché d'autres hypothèses possibles. Je cite mes élèves. Ils auraient pu rester tranquillement chez eux, mais ils voulaient le pouvoir. Apolline répond, et le pouvoir, c'est comme la moutarde, ça monte au nez. Etc., etc. J'aurais bien aimé vous montrer le dialogue en entier. Ici, on retrouve l'idée, chère à Sharp, que l'émancipation se produit en tension avec notre héritage, notre culture, notre réalité. Non pas pour les rejeter ou les détruire, mais pour les mettre à distance, pour les conscientiser, pour se les approprier ou s'en déposséder. Comment sollicite-t-on, mettons en acte la créativité dans l'atelier philosophique? En sollicitant des hypothèses constamment auprès des élèves. Et si? Qu'est-ce qui se passerait si? En formulant des questions hypothétiques. Est-il possible que? Peut-on imaginer? Peut-on envisager un monde où? Je vous laisse remplir les questions. En verbalisant l'autorisation que j'évoquais d'exprimer des idées étranges, décalées, bizarres. En valorisant l'utilisation de métaphores. En janvier 2020, lors d'un atelier sur le temps qui passe, un élève avait proposé l'idée que le temps qui passe, c'est comme une piscine que l'on remplit et que l'on vide en permanence. Ayant valorisé cette métaphore en disant qu'elle est extrêmement riche, on a institué dans le groupe l'habitude des métaphores. La semaine suivante, sur la colère, un élève dit « La colère, c'est comme un chien méchant qui grogne dans une cage ». Et de façon exponentielle, les métaphores sont arrivées de plus en plus fréquentes. On peut ensuite, pour finir, solliciter la créativité de la pensée en philosophant à partir de fiction, comme l'indiquait Edwige ce matin. La fiction permet de penser à partir de réalités que l'on n'aurait jamais pu vivre. En somme, les habiletés de pensée, la pensée créative et la pensée critique seraient des tremplins essentiels de l'émancipation, si bien que leur stimulation fait partie des missions centrales du facilitateur. Chef d'orchestre, il anime le dialogue pour que les enfants soient acteurs de leur recherche. Son rôle est complexe car il doit les encadrer tout en garantissant leur visée d'émancipation. Ceci nous amène au deuxième mouvement d'émancipation, celui qui a lieu vis-à-vis du facilitateur qui doit être attentif à sa posture de maître ou à son glissement vers le maître philosophe. Là encore, ça résonne avec ce matin. En effet, un problème mérite d'être posé. Comment peut-on affirmer qu'on libère les enfants alors qu'on se permet de les former, c'est-à-dire d'imposer une certaine formation de l'esprit? En effet, on les amène à acquérir et à intérioriser des habitudes de pensée, voire des réflexes. On les amène à acquérir une méthode, des codes intellectuels, un vocabulaire, des repères conceptuels, une culture philosophique qui est loin d'être neutre. Alors, est-ce que l'on travaille à l'émancipation des enfants ou est-ce qu'on les enferme dans un nouveau cadre sclérosant? Ça me fait un peu mal de poser cette question. N'est-il pas paradoxal de vouloir émanciper l'esprit des enfants alors qu'on se permet de les forger, de les former, de les modeler? Est-ce que l'on n'impose pas un nouveau carcan, celui de la méthode philosophique? Le facilitateur d'ateliers philosophiques est-il un individu de plus qui souhaite soumettre les enfants à son modèle éducatif? Alors, comment sortir de ce paradoxe? Je vais essayer de proposer quelques hypothèses pour mettre en acte cette émancipation
au sein de cette formation. Alors, d'abord, on peut mettre en acte cette émancipation au sein de la formation par les outils émancipateurs internes. On considère que la méthode philosophique est émancipatrice parce qu'elle contient des outils émancipateurs qui peuvent se retourner sans cesse contre elle. Esprit critique, questionnement, audace intellectuelle, créativité, habileté de penser en général. On leur fournit les armes pour se défendre. Ensuite, on développe l'autonomie dans la pratique. L'objectif du facilitateur est que les enfants acquièrent une autonomie de plus en plus grande et que sa voix soit de moins en moins présente, pour laisser la place à la voix des enfants, qui, par leur dialogue, seront les acteurs de leur propre émancipation mutuelle. Ensuite, le facilitateur se présente dans une posture de recherche vis-à-vis des questions philosophiques. Il ouvre la possibilité d'être remis en cause dans sa parole. Évidemment, ceci n'est possible que si le groupe est fédéré par des règles éthiques. Pour prendre un exemple, Solel, c'était en février, je crois, lors d'un atelier sur le thème « Chez soi », m'a interpellée. On réfléchissait à la différence entre être chez soi et se sentir chez soi. Et je l'ai sollicité pour qu'ils me proposent d'autres exemples dans l'existence où il y a une différence entre être et se sentir, entre le sentiment et la réalité. Alors je propose un exemple en disant, par exemple, entre être bête et se sentir bête. Et je leur demande d'autres. Mais il me reprend. Je ne suis pas d'accord avec ton exemple, Johanna. On ne peut pas être bête. Personne n'est bête, tout le monde est intelligent. Ok, Solel, merci pour ta réaction. Comment cela s'appelle ce que tu viens de faire? Tu as trouvé un, je me permettais de poser la question parce qu'on avait travaillé cette question, un présupposé. Bravo, Solel. Je continue. On peut aussi travailler cette émancipation au sein de la formation par la remise en question du cadre de la pratique philosophique. Afin que les enfants ne soient pas soumis à la forme méthodologique imposée, on peut veiller à garder notre pratique en mouvement. Évidemment, c'est fatigant, hein, mais on peut proposer aux enfants de remettre en cause la forme utilisée. On peut proposer d'utiliser d'autres méthodes possibles. On peut ne pas rester figé dans un mode de fonctionnement unique. Les dispositifs d'atelier philo, qu'il s'agisse de la DVDP, de Axas, de Lippmann ou autres, le dispositif est un cadre structurant pour apprendre, évidemment, à philosopher. On cherche donc à ce qu'il le respecte. Et en même temps, il est important qu'il puisse tout de même le remettre en question. Évidemment, ce n'est envisageable qu'une fois que le cadre de l'atelier philosophique a été posé, structuré, grâce à une autorité bienveillante mais réelle. Là, il y a des règles inaliénables, non négociables. Respect, écoute, politesse, notamment. C'est comme dans l'émancipation juridique. Une fois émancipé, on n'est pas totalement libre, loin de là. On devient au contraire soumis à des lois collectives. Mais de l'autre côté, on obtient des droits. Donc, lors de moments balisés, il est possible de les questionner. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre fonctionnement? Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaiteriez changer? Par exemple, j'ai pour habitude, moi, de commencer par un moment de conceptualisation. Parce qu'il me semble libérateur pour les enfants d'apprendre à se questionner sur le sens des mots, pour agiter la vie coagulée dans les mots, comme on disait ce matin. Mais je ne voudrais pas qu'ils soient enfermés dans cette habitude, et je les interroge en ce sens. Finalement, la visée d'émancipation intellectuelle nous oblige. Elle nous contraint, en tant que facilitateur, philosophe, à adopter une posture pédagogique très singulière, très complexe. En effet, il s'agit à la fois de mettre en place une pratique, de tenir un cadre collectif, en posant des principes, mais aussi de garantir l'émergence de leur émancipation ou l'entretien de leur émancipation. C'est une posture de funambule, d'équilibriste. Éduquer à la liberté dans un cadre contraint. La visée d'émancipation pose des limites, des contours en tout cas, à notre autorité, à nos principes, à notre parole, à notre volonté, à notre pouvoir, à nos habitudes. Pour que la philosophie soit réellement émancipatrice, le facilitateur doit être très prudent et veiller à ne pas devenir une tutelle dominante. Nous arrivons au troisième mouvement, constitutif. Ah, j'ai oublié quand même une fois. Ah, c'est un échec. C'est pas grave, je continue. Voilà. Le troisième mouvement d'émancipation qui a lieu vis-à-vis de soi. Peut-être que ça, c'est le moment qui arrive
après quelques mois, je dirais, de pratique philosophique au moins, mais qui est essentielle. Si l'on souhaite amener les enfants vers l'émancipation intellectuelle, il est important de développer chez eux une relation vigilante à leurs idées. Pour cela, je propose 3 leviers. D'abord, je souhaite revenir à un point abordé au début de mon analyse. Je vais essayer de boucler la boucle maintenant. J'évoquais l'idée que c'est notre relation aux idées qui détermine notre émancipation. Ce ne serait pas le contenu, mais la façon de s'y rapporter. Au fond, tout repose sur la question, le problème de l'adhésion, je crois. L'adhésion aux idées. Jusqu'où faut-il adhérer à ses propres idées? Si grâce à la philosophie, les enfants s'émancipent de certaines idées reçues, mais qu'ils les remplacent par d'autres idées fixes et figées, auxquelles ils adhèrent de façon tout aussi dogmatique, irréfléchie et ininterrogée, il ne s'agit pas d'une véritable émancipation intellectuelle. Si l'on remplace par exemple l'idée reçue « les femmes doivent faire la vaisselle » par l'idée nouvelle « les femmes et les hommes sont égaux » sans aller plus loin, on remplace un dogme par un autre. Bien entendu, le second dogme nous convient mieux, mais il faut se garder de tomber dans le dogme. Tout se joue dans une capacité à adhérer aux idées sans y être absolument collé, accroché, rivé. Il faut qu'il y ait du jeu entre nos idées et nous, même si on les aime. En mécanique, en bricolage, quand il y a du jeu entre 2 pièces d'un meuble ou d'une machine, cela signifie que ça bouge encore. Le mouvement est encore possible. Cet espace de jeu permet de continuer à y réfléchir, à s'interroger, à les étayer, à continuer de les explorer. Alors on échappe peut-être à l'auto-aliénation, à ces moments où on s'enferme dans nos réflexes de pensée, dans nos habitudes, dans nos évidences, dans nos sillons. C'est comme si, pour préserver notre émancipation intellectuelle, il faudrait être capable de porter certaines idées, d'y être attaché affectivement, tout en gardant un espace de jeu entre elles et nous. Comment créer cette distance préventive entre soi et ses idées afin de ne pas y être soumis et de viser une forme d'émancipation? Il faut en être conscient. Il faut être conscient des autres points de vue. Il faut être conscient des raisons pour lesquelles on pense ce que l'on pense. Il faut être attentif aux nouvelles expériences qui peuvent apporter un nouvel éclairage. Il faut être ouvert aux autres idées qui peuvent nuancer la nôtre. Mais cette adhésion souple et forte aux idées est paradoxale, encore une fois. C'est complexe de trouver ce lien, d'ajuster le lien affectif aux idées et le lien émancipé aux idées. D'autant plus que l'un des tremplins de l'émancipation, c'est de prendre soin des idées qui nous sont chères, sans concession. Chez l'enfant, on tente de cultiver la parésia, qui est chez Foucault la capacité à exprimer ses convictions de façon franche et authentique, à être animé, passionné par ce que l'on dit, en conformité avec soi. La parésia, c'est l'idée de se soucier de soi et notamment de faire en sorte que nos paroles soient conformes à nos pensées et à notre individualité. Il s'agit donc paradoxalement de cultiver en même temps la capacité de l'enfant à porter ses idées de façon franche, dans un souci de soi, tout en veillant à ce qu'il n'adhère pas dogmatiquement à ces mêmes idées. Être soi sans être aliéné à soi. Chercher à être authentiquement soi sans être dogmatiquement soi. Vaste programme. Je n'ai pas les réponses encore. Je souhaite terminer en accentuant la question de l'individuation, c'est-à-dire celle de la construction de l'individu. Elle passe par la découverte de ses idées, par la parésia, par la créativité, par l'autocritique. Finalement, ce processus se produit en plusieurs étapes pour que l'individu soit de plus en plus construit et solide vis-à-vis des influences extérieures. Ces étapes ont été analysées notamment par Sharp, fortement inspiré par le socioconstructivisme de George Mead. Dans la pensée socioconstructiviste, c'est un rappel trop rapide, mais bon, la pensée individuelle se construit grâce au dialogue avec les autres, grâce au dialogue collectif. On entre en dialogue avec soi, grâce au dialogue avec autrui. Donc revenons aux étapes. Dans un premier temps, nous souhaitons amener les enfants à être capables de dire « je pense que », sans de pas seulement livrer des énoncés, de porter des énoncés, des idées, en étant l'émetteur conscient, de dire « je pense que ». Mais cela ne suffit pas.
Ensuite, les idées issues du « je pense que » peuvent entrer en dialogue avec les idées des autres. Elles peuvent alors être enrichies, complétées, critiquées, développées, nuancées, renversées. Lorsque l'enfant accepte ce processus social, ce dialogue entre son je pense, et les autres, il construit ce que Mead appelle le moi social, qui est tissé par sa relation avec les autres sans se perdre lui-même. Là aussi, c'est paradoxal. Le moi émancipé est celui qui est capable de produire des idées et ensuite de prendre une distance par rapport à ses propres idées issues du jeu. Alors, il développe un moi social qui est capable de voir ses propres idées comme un objet de pensée, qui est livré au groupe, de se voir comme un sujet pensant et d'être nourri par le dialogue avec les autres sans être soumis à eux. L'enfant conquiert son « je pense », puis son « moi je pense » librement avec autrui. Je terminerai donc par une hypothèse finale dans une formule un peu bancale. L'éducation philosophique permettrait d'œuvrer pour l'émancipation intellectuelle en mettant en place un jeu intellectuel et collectif par lequel les enfants apprennent à créer du jeu entre le « je pense » et ces peuples irréfléchis et réfléchis. Je vous remercie pour votre attention.